Ne touche pas à ça. La voix de mon mari a claqué dans le salon comme une gifle, sèche, brutale, inattendue. C'était la nuit de Noël. Une nuit censée être douce, lumineuse, presque sacrée. Et pourtant, en un instant, elle s'est fendue comme du verre. Je tenais simplement une enveloppe blanche, tombée du classeur commun. Une enveloppe banale, sans nom, glissée entre deux relevés de chaudière. Rien d'important, pensais-je. Je voulais la ranger avec les autres papiers, pendant que le gratin finissait de cuire et que les lumières du sapin dansaient tranquillement. Mais lorsque j'ai vu l'intitulé en haut, « Virement mensuel, 450 €, bénéficiaire, Chantal D », mon sang s'est glacé. Je connaissais ce prénom, Chantal, la sœur fragile, celle dont il fallait s'occuper, celle que je n'avais vue que 2 fois en 40 ans, toujours brièvement, toujours à distance, toujours introduite par mon mari comme un sujet trop délicat pour que j'y comprenne quelque chose. J'ai senti mes doigts trembler. Pas de colère, de confusion. Je n'avais jamais vu cette enveloppe, jamais entendu parler d'un virement automatique, jamais eu accès à ce compte-là. Je levai la tête vers Jean. Il avait pâli. Ses yeux s'étaient rétrécis d'un coup, comme ceux d'un animal surpris en pleine lumière. « Jean, c'est quoi ça ?» demandai-je d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Il s'est avancé, m'a arraché l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un document classé secret défense. « Tu n'as pas à fouiller dans mes affaires ?» « Mes affaires. » Le mot tomba comme un coup près. Cela faisait 42 ans que nous étions mariés. 42 ans que je lavais nos draps, rangeais nos papiers, organisais nos comptes communs, nourrissais nos enfants, portais nos hivers et nos étés, nos crises et nos joies. Et soudain, mes affaires. Je restais immobile. Le bruit de la pendule semblait soudain assourdissant, battant trop fort pour une pièce si calme. Je ne fouille rien, Jean. Je faisais juste un peu d'ordre. Je t'ai déjà dit que cette histoire ne te regarde pas. Je gère. Tu gères quoi? Pourquoi tu envoies de l'argent chaque mois? Il détourna le regard, comme un enfant pris en faute. Puis il lança, d'un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Tu ne comprendrais pas. Laisse tomber. Quelque chose s'est fissuré en moi à cet instant précis, comme une vitre fine, traversée par une première fêlure silencieuse. Ce n'était pas la première fois que Jean me disait que je ne comprendrais pas. Cela faisait des années qu'il utilisait cette phrase comme un couvercle qu'il abaissait sur mes questions, mes doutes, mes intuitions, un couvercle qu'il scellait avec des silences, des petites tapes sur l'épaule, des sourires condescendants, un couvercle qui avait fini par m'étouffer sans que je le remarque vraiment. Mais ce soir-là, la lumière colorée du sapin a éclairé son visage et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Il avait peur que j'ai lu, peur que j'ai compris. Peur que j'ai ouvert une porte qu'il voulait garder fermée depuis longtemps. Je me suis reculée d'un pas, presque instinctivement. « Jean, explique-moi juste. C'est Noël. Je ne veux pas me disputer. » Il serra les dents. Ses doigts se crispèrent autour de l'enveloppe, la froissant presque. J'ai dit non. Tu n'as pas besoin de savoir. C'est pour ma sœur. Point. J'ai senti un frisson me traverser. Sa sœur. Toujours cette sœur mystérieuse, presque fantôme, qui vivait loin, qui avait des problèmes, qui ne voulait voir personne. Pendant 40 ans, j'avais respecté cela. Par pudeur, par amour, par naïveté. Mais cette enveloppe n'avait rien d'un geste de compassion. C'était trop régulier, trop organisé, trop secret. Et la violence avec laquelle il m'avait arraché le papier, c'était la violence d'un homme qui cache, pas d'un homme qui protège. Je suis restée figée quelques secondes, puis j'ai murmuré. « Tu m'as menti, Jean ?» Il a levé les yeux vers moi. Dans son regard, je n'ai vu ni tendresse ni regret, seulement une colère froide. Une colère dirigée non pas vers la vérité, mais vers le fait que je l'ai surprise. « Va finir ton dîner, Jacqueline. On en reparlera plus tard. » Plus tard. Ce plus tard qui, dans notre couple, signifiait toujours jamais. Je me suis tournée vers la cuisine, mais mes jambes étaient de coton. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper au plan de travail. Dans le four, le gratin avait fini de cuire. L'odeur du fromage fondu emplissait la pièce comme un parfum trop lourd, presque écœurant. C'était censé être une nuit de fête, une nuit de lumière, une nuit de famille. Et voilà qu'elle devenait, la nuit où un secret remonté de l'ombre venait de me transpercer. Jean s'était rassis dans le salon, le dos droit, l'enveloppe coincée sous son journal, comme si rien ne s'était passé, comme si le mensonge pouvait être recouvert d'un simple morceau de papier. Mais moi, debout dans cette cuisine qui avait été mon royaume,
J'ai senti une vérité glacée s'installer en moi. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait une autre vie dans la vie de mon mari. Une vie où je n'existais pas. Et comme toutes les vérités trop longtemps retenues, celle-ci venait de commencer à se fissurer doucement, dangereusement. Je crois que pour comprendre la violence de ce Noël-là, il faut revenir bien en arrière, à l'époque où ma vie ressemblait encore à une promesse. Quand j'ai rencontré Jean, j'avais 21 ans et des yeux pleins d'élan. Je travaillais comme vendeuse dans une petite boutique de vêtements du centre-ville. J'habitais une chambre de bonne sous les toits, et j'avais cette naïveté joyeuse qui me faisait croire que tout ce qui brillait était forcément bon. Jean, lui, était grand, sérieux, sûr de lui. Il avait cette voix grave qu'on écoute sans réfléchir, ce genre d'homme qui inspire confiance simplement en posant sa main sur une table. Je me souviens encore du premier dîner où il m'a emmené. Un restaurant sans prétention, mais avec une nappe blanche, des bougies, et cette manière qu'il avait de me regarder, comme si j'étais un secret qu'il voulait déchiffrer. Je n'avais jamais connu ça. Très vite, il m'a parlé de sa famille. Ou plutôt, de l'absence de famille. Une mère morte tôt, un père lointain, et cette fameuse sœur, Chantal, dont il disait qu'elle était fragile, instable, à protéger. Je ne posais pas de questions. À cet âge-là, on pense que l'amour consiste à ne pas fouiller, à respecter les zones d'ombre de l'autre. J'étais convaincue que plus je me montrais douce, compréhensive, moins il aurait peur de s'ouvrir. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Un mariage simple, entouré de quelques amis, une robe cousue par ma tante, une journée au parfum de lilas et de champagne tiède. Je n'ai jamais été une femme qui rêve de faste. J'aimais les choses modestes, les petits gestes. Jean m'a offert une maison. Enfin, une maison inachevée, une ancienne bâtisse à remettre à neuf, mais pour moi, c'était un château. J'ai passé des années à la rendre belle, à repeindre les volets, à coudre les rideaux, à planter des hortensias le long de l'allée. J'aimais la façon dont tout cela prenait forme, comme si chaque coup de pinceau était une pierre posée pour notre avenir. Puis sont venus les enfants. Thomas d'abord, puis 2 ans plus tard, Élodie. Je me souviens de leur rire dans le jardin, des bains dans la petite baignoire en plastique, des soirs d'hiver où je les berçais en chantant ces mélodies que ma mère me chantait autrefois. Il y avait une douceur infinie dans ces années-là, une forme de certitude tranquille. J'appartenais à une famille, à un foyer, à une histoire. Jean, de son côté, travaillait beaucoup, vraiment beaucoup. Des horaires interminables, des réunions tardives, des week-ends parfois pris d'assaut par un dossier urgent. Je ne me plaignais pas. Je tenais la maison comme on tient un navire dans la tempête, avec patience, rigueur et discrétion. Mais parfois, la nuit, je le trouvais assis dans le salon, le regard perdu dans le vide, comme si quelque chose en lui restait ailleurs. Je lui demandais ce qu'il avait, et il répondait « Rien, ma chérie, juste fatigué ». Je le croyais, parce qu'à l'époque, croire était ma nature. C'est aussi à cette période que j'ai entendu parler pour la première fois de Chantal. Une lettre arrivait un matin, avec une écriture nerveuse et bancale. Jean l'avait déchirée devant moi, sans même l'ouvrir complètement, en disant « C'est mieux que tu ne saches pas. Elle traverse une mauvaise passe. » J'avais hoché la tête. Je pensais que c'était un drame familial comme tant d'autres. Une histoire de jalousie, de dette morale, de culpabilité. Je ne pouvais pas imaginer qu'il s'agissait déjà de mensonges. Les années ont passé. Nos enfants ont grandi, puis sont partis vivre leur vie. Moi, je me suis retrouvée dans cette maison devenue soudain trop grande, trop silencieuse. Jean, lui, continuait d'être occupé. Il rentrait tard, il rangeait ses dossiers à clé, il gardait son téléphone constamment sur lui, mais je me disais que c'était l'âge, la fatigue, les responsabilités. Puis il y avait ses visites à la banque. Tous les mois, toujours seul, toujours le lundi, toujours avec cette même phrase. J'ai des choses à régler. Je n'ai jamais insisté. Peut-être parce qu'à force d'être reléguée au rang de femme discrète, j'avais fini par croire que poser des questions était un acte déplacé. Il y avait aussi ces périodes où Jean semblait tendu, sur les nerfs, nerveux pour un rien. Je pensais que c'était son travail, son patron, l'économie, la retraite qui approchait. Je rationalisais tout. Je justifiais tout. C'est ce qu'on fait quand on aime, ou quand on veut croire que tout n'est pas en train de s'effriter. Et puis, sans que je m'en rende compte, la vie a basculé doucement vers quelque chose de plus gris. Une routine tiède, un mariage en mode pilote automatique, des silences de plus en plus épais. Nous ne nous disputions pas.
Mais nous ne nous parlions plus vraiment non plus. Je me suis souvent demandé, bien plus tard, quand est-ce que l'amour se transforme en habitude? Quand est-ce que la confiance devient une somnolence? Je n'ai jamais su répondre. Mais je sais ceci. Quand j'ai trouvé l'enveloppe ce soir de Noël, quand j'ai vu le nom Chantal D imprimé noir sur blanc, toute ma naïveté de jeune femme, toutes mes années de confiance, toutes mes excuses silencieuses, se sont effritées d'un coup. Ce n'était pas seulement un virement, c'était un rappel brutal que quelque part, dans les zones d'ombre de notre vie commune, Jean avait toujours gardé une pièce fermée à clé. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai senti que j'étais prête à l'ouvrir, quel qu'en soit le prix. La vérité, c'est qu'avant même cette fameuse nuit de Noël, quelque chose en moi avait déjà commencé à se flétrir. Lentement, silencieusement, comme une fleur qu'on oublie d'arroser, persuadée qu'elle survivra toujours d'elle-même. Je me souviens d'un matin, être 5 ou 6 ans après le départ des enfants. Un matin ordinaire, banal même. Je préparais le café pendant que Jean lisait le journal, comme d'habitude. La radio diffusait des chansons des années 80 et j'ai osé dire, en souriant, « Tu te souviens? On dansait sur celle-là, avant. » Jean n'a pas levé les yeux. Il a juste haussé les épaules. Je n'ai pas le temps pour ces souvenirs. Ces souvenirs, comme s'ils étaient à moi seul, comme s'ils ne lui appartenaient plus. Je me suis tue, mais la phrase a glissé dans ma poitrine comme une pierre froide. Il y avait aussi ces moments où il m'appelait Madame, d'un ton moqueur, quand je posais une question sur nos comptes ou sur ses projets. Madame veut gérer les finances maintenant? Madame s'inquiète pour un rien. Madame se fait des idées. Il disait cela en riant, devant les amis parfois. Tout le monde trouvait ça drôle. Moi, je souriais par réflexe. Mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'un petit morceau de moi se détachait et tombait dans un endroit où je ne pouvais plus le récupérer. Et puis il y avait cette histoire de porte fermée. Le bureau de Jean. Une pièce de la maison où j'avais toujours été la bienvenue du moins au début. Je venais y déposer ses chemises repassées, ranger ses livres, ouvrir les fenêtres. Puis un jour, il a mis une clé. Une clé. J'ai demandé, un soir, pourquoi la porte est fermée maintenant? Il a répondu, parce que tu ranges tout et je ne retrouve plus rien. C'était faux. Je rangeais, oui, mais je rangeais bien. Depuis toujours. C'était ma manière d'aimer. Mettre de l'ordre pour contenir le chaos du monde. La vérité, c'est qu'il ne voulait plus que j'entre, parce qu'il avait commencé à y cacher des choses. Des relevés bancaires, des enveloppes, des dossiers, des carnets dont je ne saurais l'existence que bien plus tard. Je n'oublierai jamais non plus cette scène, un soir d'anniversaire. Les enfants étaient venus, la table était belle, j'avais préparé un de ses plats préférés, la blanquette de veau. Jean a pris une bouchée, puis a dit devant tout le monde, « Tu as encore oublié le citron. Ça devient une habitude, hein ?» Thomas a levé les yeux, gêné. Élodie a regardé son père avec un mélange de réprobation et de lassitude. Moi, j'ai souri. C'était devenu ma spécialité, ce sourire qui cache tout. Mais à l'intérieur, quelque chose disait, encore une petite humiliation, encore une petite piqûre, encore une fois où tu t'éteins pour éviter les vagues. Jean avait aussi cette façon de me couper la parole. Au début, c'était subtil, presque charmant, comme un mari pressé de compléter la phrase de sa femme. Mais avec le temps, c'est devenu systématique. Je commençais une idée, il la terminait à ma place. Ou bien il disait « Oui, oui, on a compris », alors que je n'avais pas terminé ma phrase. Un jour, j'avais proposé qu'on parte en week-end, juste nous deux, pour changer d'air. Il a ricané. « À nos âges, Jacqueline? Tu veux qu'on fasse quoi? Une lune de miel ?» J'ai ri aussi, pour ne pas pleurer. Mais ce jour-là, j'ai compris que dans sa tête, nous n'étions plus un couple, juste deux personnes qui partageaient un toit, une routine et une fatigue commune. Et puis il y avait ces virements mystérieux. Je savais qu'il envoyait de l'argent à sa sœur, mais je n'avais jamais rien vu. Un jour, j'ai osé demander « Tu veux que je t'aide avec tes démarches bancaires ?» Il s'est levé d'un coup, furieux. « Je n'ai pas besoin d'aide. Occupe-toi de ce que tu sais faire. » De ce que je sais faire. La phrase m'a brûlé comme un fer rouge. Sous-entendu, cuisiner, nettoyer, me taire. Il ne m'a plus jamais laissé toucher au dossier administratif après ça. Et comme tant d'autres femmes de ma génération, j'ai cédé. Par amour? Par peur? Par habitude? Par lassitude? Je ne sais plus. C'est comme cela que les petites humiliations fonctionnent. Elles ne cassent pas tout d'un coup. Elles creusent. Elles rongent.
Elle transforme les femmes solides en silhouettes qui marchent sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Un jour, j'ai entendu Jean dire à un ami, en parlant de moi, « Elle est mignonne. Elle ne pose jamais de questions. » Il pensait me complimenter. Pour moi, c'était un constat d'effacement. Je n'étais déjà plus une épouse. J'étais un meuble confortable, utile, silencieux, stable. Je crois que les femmes sentent ces choses-là avant même de les comprendre. Je le sentais. Cette ombre, ce recul, ce mur invisible qui s'épaississait entre nous, mais j'avais peur de le regarder en face. Alors j'ai continué, j'ai fait semblant. Je me suis accrochée à nos souvenirs, comme à des talismans ébréchés. Et puis, ce Noël-là, quand j'ai entendu son cri, quand j'ai vu son visage se déformer de colère à la simple vue d'une enveloppe, j'ai compris que toutes ces petites humiliations, ces silences, ces portes fermées, ces mots piquants n'étaient pas du hasard. C'étaient des indices, des signaux, des avertissements que je n'avais pas voulu entendre. Et que maintenant, il était trop tard pour reculer. La nuit de Noël avait laissé en moi une fracture, mais ce n'était encore qu'une ligne. La véritable cassure, celle qui allait briser 40 ans de mariage, est survenue quelques jours plus tard, presque par hasard. Ou peut-être que le hasard n'existe pas. Peut-être que la vérité finit toujours par remonter quand on cesse de détourner les yeux. Tout a commencé par une simple enveloppe beige, déposée dans la boîte aux lettres. Une lettre de la banque. Rien d'extraordinaire, du moins en apparence. Je l'ai prise machinalement, comme je le faisais depuis des années, et je l'ai posée sur la table de la cuisine en attendant que Jean rentre. Mais quelque chose dans le coin de l'enveloppe a attiré mon regard. Compte joint, anomalie détectée. Anomalie. Je suis restée debout, la lettre à la main, quelques secondes. Puis une force que je ne me connaissais pas m'a poussée à l'ouvrir. Mes doigts tremblaient, mais j'ai déchiré le papier d'un seul geste. À l'intérieur, il y avait un document imprimé, une liste, une suite de chiffres, de virements, de dates. J'ai tout de suite vu son nom, Chantal Day. Et en face, 450 € mensuels depuis 1983, 40 ans. 40 ans de virements réguliers, invisibles, prélevés sur notre compte commun. Un vertige m'a saisi. J'ai dû m'asseoir. Je crois que j'ai relu la ligne 20 fois, comme si les chiffres allaient tout à coup changer, s'effacer, s'adoucir. Mais non, ils étaient là, indéniables, indestructibles. Ce n'était pas de la compassion. Ce n'était pas un petit coup de pouce pour une sœur fragile. C'était un arrangement financier organisé, secret, minutieux. Et moi, la femme qui avait repassé ses chemises, payé nos factures, élevé nos enfants, construit notre foyer, je n'avais jamais rien su. Ou plutôt, je n'avais jamais rien eu le droit de savoir. Je me suis levée brusquement, comme poussée par un instinct primal. J'ai attrapé mon manteau, mon écharpe, mes clés. Dehors, la lumière était grise, presque métallique. Je ne sentais ni le froid ni le vent. Je ne pensais qu'à une seule chose. Je devais comprendre. Je suis allée directement à la banque. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force. Peut-être que c'est ce qui arrive quand un mensonge trop lourd tombe du ciel. Il écrase la peur et ne laisse place qu'à la détermination. Au guichet, une jeune employée m'a accueillie avec un sourire. Je voudrais comprendre se relever, ai-je murmuré en lui montrant la lettre. Elle a regardé le document, puis m'a demandé une pièce d'identité. Quand elle a tapé nos informations, j'ai vu son expression changer. Un mélange de malaise et d'hésitation. « Madame, ces virements sont effectués depuis très longtemps. C'est une opération programmée par monsieur, sans mon accord ?» ai-je coupé, d'une voix plus dure que prévu. Elle a dégluti. « C'est un compte joint, mais l'ordre de virement, lui, n'a été signé que par votre mari. Une seule signature, une seule, sur un compte censé nous appartenir à deux. » Je me suis sentie humiliée, ridicule, trahie. J'avais toujours pensé que notre argent était notre argent, que nous étions deux à porter la maison, deux à construire, deux à décider. Mais la vérité était simple, brutale. Pendant 40 ans, j'avais vécu dans une illusion de partenariat. Je suis sortie de la banque en titubant. Le trottoir semblait vaciller sous mes pieds. Je me suis appuyée contre un mur, et j'ai pleuré. Pas un sanglot bruyant, non. Un pleur silencieux, presque digne, mais qui brûlait tout. Je devais comprendre qui était vraiment cette Chantal. Dans la voiture, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû attendre quelques minutes avant de démarrer. Je connaissais son adresse vaguement. Elle figurait sur une vieille carte de vœux reçue il y a 30 ans que Jean avait arrachée trop vite.
Mais je m'en souvenais. Certains détails qu'on croit insignifiants restent gravés comme des cicatrices. Quand je suis arrivée devant le bâtiment, tout était triste. Un immeuble gris, des murs écaillés, des volets mal accrochés. Pas la vie confortable qu'on imagine pour une sœur si fragile. Je montais les escaliers, le cœur battant. Rangée B, porte 14. J'ai frappé. Rien. J'ai frappé encore. Puis une voix s'est élevée, fatiguée, hésitante. Qui est-ce? Je suis la femme de Jean, votre frère. Un silence. Langue, trop long. La porte s'est ouverte de quelques centimètres. Et j'ai vu un visage. Un visage qui m'a foudroyé. Des yeux humides, des traits abîmés, une femme qui ressemblait à mon mari. Non pas comme une sœur ressemble à un frère, mais comme une fille ressemble à son père. Elle a mis une main devant sa bouche. Il ne vous a jamais dit? J'ai senti mes jambes se dérober. Dis quoi? Elle a hésité, puis dans un souffle, comme quelqu'un qui n'en peut plus de garder un secret. Je ne suis pas sa sœur. Je suis sa fille. Le couloir a tourné autour de moi. Le monde entier s'est effondré dans un silence brutal. 40 ans. 40 ans d'argent envoyé en secret. 40 ans de mensonges. 40 ans où j'avais cru être la gardienne de son cœur, alors qu'il gardait ailleurs un autre morceau de sa vie. Ce jour-là, devant cette porte entr'ouverte, j'ai senti toute ma vie basculer. Pas seulement mon mariage. Moi, ma dignité, ma confiance, mon histoire, et j'ai su, d'un coup, d'une clarté douloureuse. Je ne pouvais plus rester dans le noir. Il fallait que je voie toute la vérité. Je ne me souviens plus très bien du chemin du retour. Je sais seulement que j'ai marché un moment sans sentir mes pieds, sans sentir le froid, sans sentir le vent qui me giflait les joues. J'avais l'impression que mon corps était là, dans la rue, mais que mon esprit, lui, était resté bloqué devant cette porte grise, devant ses yeux humides qui ressemblaient tant à ceux de Jean. Sa fille, je murmurais ces mots comme si les prononcer allait les rendre moins tranchants, moins irréels, moins destructeurs. Mais ils restaient lourds, glacés, inaltérables. Quand je suis rentrée à la maison, Jean n'était pas là. Le salon semblait étrangement silencieux, comme si les meubles eux-mêmes savaient. J'ai posé mon manteau, je me suis assise sur la première chaise venue, et mes mains se sont mises à trembler. Je les ai regardées comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Pendant une demi-heure, être plus, je n'ai pas bougé. Je respirais, c'était déjà beaucoup. Le monde autour de moi avait changé, et je savais qu'à partir de cet instant, rien ne pourrait redevenir comme avant. Quand Jean est finalement rentré, il a posé les clés sur la commode avec son habituelle nonchalance. J'ai levé la tête. Je l'ai regardé, pas comme on regarde un mari, comme on regarde un étranger qu'on tente de replacer quelque part dans sa vie. « Tu étais où ?» demanda-t-il, sans même me regarder. La question, banale en apparence, m'a frappé de plein fouet. Je venais de rencontrer sa fille, et lui osait me demander où j'étais? Je n'ai pas répondu. Je me suis levée doucement, j'ai marché jusqu'à notre chambre, et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas pour faire une scène, pas pour me faire remarquer. Juste parce que je sentais que si je restais près de lui une seconde de plus, j'allais me briser en 1000 morceaux. La nuit qui a suivi a été la première d'une longue série d'insomnies. Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, mais la scène revenait sans cesse. La porte s'entr'ouvrant, le visage de Chantal, sa voix tremblante, et ce mot qui résonnait comme une bombe. « Fille ». Je me suis tournée et retournée sous les draps. Le plafond semblait me tomber dessus. J'ai fini par me lever vers 3 heures du matin. La maison dormait. Jean ronflait dans la chambre d'amis. Il avait décidé d'y passer la nuit parce qu'il avait mal au dos. Moi, je descendis à la cuisine, j'allumai une petite lampe et je posai un vieux cahier sur la table. Un cahier que j'avais acheté un jour sans raison particulière, un carnet à spirale à la couverture vert olive. Je ne savais pas encore que ce carnet allait devenir mon arme. J'ai écrit « Il a une fille ». Puis j'ai ajouté, presque en pleurant, et je ne le savais pas. Les mots tremblaient. Ils avaient du mal à sortir, comme si mon cœur refusait de les reconnaître. Cette nuit-là, j'ai tout remis en question. 42 ans de vie commune. 42 ans de confiance, de compromis, d'illusion. J'ai pensé à cette jeune femme que j'avais été, celle qui croyait que l'amour était un refuge. J'ai pensé à mes sacrifices, à mes renoncements, à mes années à soutenir Jean, à ses promotions, à ses crises, à ses silences. J'ai pensé à mes enfants, à nos souvenirs d'été à la mer, aux anniversaires,
aux fêtes de famille où je tenais le rôle de maîtresse de maison avec une fierté calme. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux? Qu'est-ce que j'avais raté? La réponse m'est venue douloureuse. Je n'avais rien raté. C'était lui qui avait choisi de cacher. Vers 4 heures, je me suis mise à chercher des preuves. J'ai ouvert nos vieux classeurs, j'ai trié des piles de papier oubliés, j'ai trouvé des relevés bancaires anciens, jaunis, presque effacés. À chaque fois que je tombais sur le nom Chantal, mon cœur se serrait. Je notais tout, chaque date, chaque virement, chaque détail. Le carnet vert se remplissait, page après page. À chaque ligne, je me sentais plus forte, plus lucide, plus déterminée. À 5 heures du matin, j'ai pris une décision. Une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre un jour. Je devais parler à un professionnel, un notaire, un avocat. Pas pour me venger encore, non. Pas pour punir Jean. Pas pour détruire notre famille. Mais pour enfin connaître la vérité entière. Toute, sans filtre, sans mensonge, sans ombre. Parce que ce mensonge-là, je le savais maintenant, avait pris racine non seulement dans notre mariage, mais dans mon âme. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Mes cheveux étaient en bataille. Mes yeux rougis, mon visage marqué. Je n'avais jamais paru aussi vieille, ni aussi vivante. Je me suis murmuré, « Jacqueline, tu ne peux plus te cacher. Il est temps de te réveiller. » Et là, étrangement, une paix froide m'a envahi. Pas une paix douce, non. Une paix solide, déterminée, presque sévère. La paix de quelqu'un qui accepte enfin de voir la lumière, même si elle brûle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais je me suis réveillée. Le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Jean se comportait comme si rien n'était arrivé, comme si son explosion du soir de Noël n'était qu'un incident sans importance. Il s'est installé à table, a bu son café, a attrapé son journal, et m'a demandé d'une voix trop neutre, « Tu n'as pas bien dormi? Tu as mauvaise mine. » J'ai levé les yeux vers lui. Je l'ai regardé vraiment. Et j'ai compris quelque chose. Cet homme n'avait jamais imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, que je puisse un jour lui échapper, que je puisse voir, comprendre, agir. Alors j'ai joué mon rôle, celui qu'il attendait, celui qu'il connaissait, celui qu'il croyait immuable. Juste un peu fatigué, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, satisfait. Je crois qu'il n'a jamais soupçonné que derrière mes paupières lourdes, quelque chose de beaucoup plus dangereux venait de naître. Dès qu'il a quitté la maison, j'ai enfilé mon manteau et je suis sortie avec mon carnet vert serré contre ma poitrine. Mes pas m'ont mené devant l'étude de Maître Dumas, un notaire réputé de la région, discret, méthodique, réputé pour sa rigueur et son sens aigu du détail. Dans la salle d'attente, mes mains tremblaient légèrement. Je n'avais jamais consulté un notaire seul. Pendant 42 ans, Jean avait tout géré pour nous, ou plutôt sans moi. Quand la secrétaire m'a appelé, j'ai pris une longue inspiration et j'ai pénétré dans le bureau. Maître Dumas, un homme à la barbe immaculée et au regard pénétrant, m'a invité à m'asseoir. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» J'ai ouvert mon carnet. Je l'ai posé entre nous comme on dépose une charge explosive. Je crois que mon mari me ment depuis des années et j'ai besoin de comprendre mes droits. Il n'a pas souri, pas froncé les sourcils. Il m'a simplement dit calmement « Parlez-moi depuis le début ». Alors j'ai parlé. De la découverte de la lettre de la banque, des virements à Chantal, de ma visite chez elle, de sa révélation, du choc. Il n'a pas bronché, juste quelques hochements de tête. Puis il m'a demandé « Depuis combien de temps les virements sont-ils effectués ?»« Depuis 1983. 450 € tous les mois. » Il a pris son stylo, a griffonné quelque chose, puis a levé les yeux vers moi. « Madame, c'est très grave. Un virement automatique, mis en place sans votre consentement, sur un compte joint, pendant 40 ans, cela constitue une atteinte à votre patrimoine personnel. Une fraude, même, et une violation claire du régime matrimonial. » Le mot fraude m'a transpercé. Comme si soudain, tout prenait un nom. Un vrai, cru, juridique, incontestable. « Que puis-je faire ?» ai-je demandé d'une voix presque étranglée. Il s'est penché légèrement en avant. « D'abord, protégez vos avoirs. Ensuite, constituer des preuves. Enfin, établir un plan pour sécuriser votre indépendance matérielle. Vous n'êtes pas obligé de tout bouleverser maintenant, mais vous devez vous assurer de ne pas être prise au dépourvu. » J'ai hoché la tête. Je sentais une force nouvelle m'envahir. Une force froide, stable. « Je veux tout vérifier, » ai-je murmuré. «
Alors nous allons le faire. Il m'a donné une liste de démarches. Ouvrir un compte bancaire personnel, demander mes droits d'accès au compte commun, demander les copies des relevés bancaires depuis 20 ans, constituer un dossier chronologique des virements, noter toutes les interactions suspectes, vérifier les assurances vie, donations, procurations existantes, rencontrer une avocate spécialisée en droit de la famille. Je recopiais chaque point dans mon carnet vert. Chaque lettre que j'écrivais était comme un coup de marteau dans les murs du mensonge. À la fin du rendez-vous, il a ajouté « Madame, je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas souvent. La vérité ne fait pas toujours mal. Ce qui fait mal, c'est de vivre sans elle. » J'ai senti ma gorge se serrer. Les jours suivants ont été un balai silencieux. Jean ne remarquait rien, j'avais passé 40 ans à apprendre la discrétion. Je me levais tôt, avant lui, et j'organisais mes preuves. Je classais les virements par année. Je coloriais en rouge les périodes où Jean disait être en déplacement. Je relisais mes notes, je comparais les dates. Chaque détail prenait un sens nouveau. Puis j'ai ouvert mon compte personnel. J'ai déposé une petite somme, discrètement, pour commencer à respirer seul. Le banquier m'a demandé « Votre mari est au courant ?» J'ai souri. Pas encore. Le soir, Jean rentrait, bavard, comme si rien n'existait en dehors de son univers. Il me parlait de la météo, de son patron, de la voisine. Je répondais calmement, avec cette douceur ancienne. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus la douceur de la naïveté. C'était la douceur de la maîtrise. Je l'observais. Je notais ses horaires, ses absences, ses excuses trop rapides. Je regardais ses mains trembler, parfois, comme si, lui aussi, savait qu'un équilibre fragile était en train de se fissurer. Le 6e jour, j'ai pris rendez-vous avec une avocate, une femme forte, aux yeux clairs, aux phrases droites comme des lames. Je lui ai montré mon carnet. Elle l'a feuilleté lentement, puis m'a regardé longuement. « Madame, vous avez déjà fait la moitié du travail. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Décidez ce que vous voulez vraiment. » Et là, dans ce silence lourd, j'ai compris que quelque chose de profond, de décisif, venait de naître en moi. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie, de la justice, de la dignité. Et pour la première fois depuis des années, être depuis toujours, je me suis sentie puissante. Le jour où tout s'est refermé, il faisait un froid tranchant, un froid qui picote les joues et fait grincer la neige sous les pas. C'était le 30 décembre, une semaine après la nuit de Noël, une semaine après la découverte, une semaine après ma rencontre avec Chantal, une semaine où j'avais cessé d'être une femme docile. J'étais devenue le silence qui prépare une sentence. Je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai dressé une table simple, avec une nappe blanche, quelques bougies, et les verres que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Jean est entré dans la cuisine. Surpris. « On attend quelqu'un ?»« Oui, » ai-je répondu simplement. Il m'a regardé, intrigué, mais il n'a pas insisté. Il avait pris l'habitude de mon calme étrange. Je crois qu'il le confondait encore avec de la fatigue, ou avec cette docilité à laquelle il s'était habitué pendant 40 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé la veille à appeler Thomas et Élodie. Ils avaient senti dans ma voix quelque chose de trop sérieux pour refuser. Ils ont promis d'être là à midi. À 11h50, j'ai déposé sur la table une pochette de carton beige. Dossier vérité. À l'intérieur, copie des virements, lettres de la banque, capture de date, note manuscrite de Chantal et un rapport préliminaire de Maître Dumas. Chaque pièce était une pierre dans un mur que je construisais, lentement, méthodiquement. Quand Thomas et Élodie sont arrivés, je les ai accueillis avec un sourire qui les a inquiétés. Thomas m'a demandé « Maman, ça va ?»« Ça va, mon chéri. Aujourd'hui, j'ai juste quelque chose à dire. Et votre père aussi. » Jean, déjà assis, fronça les sourcils. « Jacqueline, de quoi tu parles? Pourquoi ce ton? Tu vas comprendre. » Je me suis assise. J'ai fait glisser la pochette beige vers lui. Il s'est figé, comme si son corps comprenait avant même son esprit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de lui tenir le regard. Un regard calme. Un regard qui ne plie plus. Il ouvrit la pochette. Ses mains tremblèrent. Il parcourut la première page. Virement automatique. 450 €, Chantal Day. Depuis 1983. Son visage s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. Il a voulu tourner la page, mais Thomas l'a arrêté. « Papa, c'est quoi ça ?»
Jean a avalé difficilement sa salive. C'est rien. C'est juste une aide familiale. Une aide familiale qui dure 40 ans? Répondit Élodie, la voix cassante. Jean chercha une échappatoire. Son regard passait de l'un à l'autre, fuyant, paniqué. Puis il se tourna vers moi. Jacqueline, tu as fouillé dans mes affaires? Je n'ai pas bougé. J'ai lu ce que tu cachais. Ce qu'on cache n'appartient plus à ses affaires. Ça devient un mensonge. Il posa les mains sur la table, comme pour se stabiliser. Tu ne comprends pas. C'était compliqué. Je ne voulais blesser personne. Thomas, avec un calme terrible, lui demanda « Papa, qui est Chantal ?» Jean ferma les yeux, très lentement, comme quelqu'un qui sent un immense poids s'abattre. « C'est ma sœur. »« Non. » ai-je coupé doucement. « Ce n'est pas ta sœur. » Il rouvrit les yeux, horrifié. « Jacqueline. » Je sortis la note de Chantal. Élodie la prit avant lui. La lutte devint livide. « Je suis sa fille. » Elle répéta la phrase, plus fort. Thomas lâcha un juron. Jean leva les mains, comme pour se défendre d'un coup invisible. C'est plus compliqué que ça. Je restai droite, silencieuse, immobile. Le silence d'une femme qui a enfin vu la vérité. « Tu as une fille ?» demanda Thomas, d'une voix blanche. « Tu nous as menti pendant 40 ans ?» ajouta Élodie. « Et tu as financé sa vie dans notre dos, avec l'argent du foyer ?» Jean ouvrait la bouche, mais aucun son ne sortait. Son visage était dévasté. Je crois qu'à cet instant, il réalisa que ses mensonges n'étaient plus un mur, mais un étau. Je pris une grande inspiration et, pour la première fois depuis des jours, je parlais longuement. « Ce n'est pas seulement que tu as une fille, ce n'est pas seulement que tu as menti. C'est que tu m'as laissé vivre 40 ans dans l'ombre d'une vérité que tu as volontairement cachée. Tu m'as privé de mon droit de savoir, de choisir, de décider. Tu m'as fait croire que j'étais ta confidente, ta compagne, ton soutien, alors que je n'étais qu'un décor dans une vie parallèle que tu gérais seule. » Jean secoua la tête. « Je voulais vous protéger ?»« Non, » répondis-je. « Tu voulais te protéger toi-même. » Ses lèvres tremblaient. Il avait l'air vieux, très vieux soudain, un homme rattrapé par ses fantômes. Je sortis alors la dernière pièce du dossier, le rapport préliminaire du notaire. Je le posai devant lui. « La loi reconnaît que tu as détourné de l'argent du patrimoine commun pour financer un enfant non déclaré. Je sais que tu as menti, Jean. La justice le sait désormais aussi. » Jean suffoqua. « Jacqueline, tu ne vas pas. Tu ne peux pas. » Je le regardai longtemps. Puis j'ai murmuré. « Je ne vais rien détruire. Je ne ferai que mettre de la lumière là où tu as mis de l'ombre. » Un silence pesant remplit la pièce. Personne ne bougeait. Jean pleurait. Thomas et Élodie avaient les yeux rouges. L'heure des illusions était terminée. Enfin, je me suis levée, lentement. J'ai dit simplement « Je ne crie pas, Jean. Je ne frappe pas. Je ne m'effondre pas. Mais sache une chose. Ce n'est pas moi que tu as perdu. C'est la femme que tu croyais pouvoir manipuler. » Et je suis sortie de la pièce, sans un mot de plus, sans me retourner, car le piège venait de se refermer. Et cette fois, ce n'était pas moi qui y étais tombée. Les jours qui ont suivi la confrontation ont eu un goût étrange, comme si le temps s'était épaissi autour de moi. Je marchais dans la maison comme une étrangère, dans un décor que je connaissais par cœur, mais où chaque objet semblait désormais déplacé, témoin silencieux d'une histoire que je n'avais pas vraiment vécue. C'était comme si, soudain, la maison avait deux vies, celle que je croyais avoir eue et celle qui existait réellement. Et au milieu de ce décor fissuré, il y avait Jean, un homme brisé. Il ne parlait presque plus. Il passait des heures dans le bureau, ce bureau autrefois interdit à tourner en rond, à ouvrir et fermer des tiroirs sans but, comme s'il cherchait une issue là où il n'y en avait plus. Je l'entendais parfois murmurer « Comment j'ai pu en arriver là ? 40 ans, 40 ans. Elle sait tout. » Je ne répondais pas. Je ne lui posais plus de questions. Je n'avais même plus la force de lui reprocher quoi que ce soit. La vérité avait déjà tout fait éclater. Je n'étais plus qu'une observatrice lucide, détachée. Thomas et Élodie, eux, réagissaient différemment. Je n'avais jamais vu mes enfants aussi bouleversés. Leur père, ce repère solide, s'était transformé en inconnu en l'espace de quelques pages de dossier. Thomas était le plus dur. Il en voulait à son père d'un mélange violent de rage et de tristesse. Je l'ai vu un soir, adossé au mur de la cuisine, les poings serrés. « C'est un mensonge, maman. Un mensonge de 40 ans. Comment il a pu? Comment il a osé ?» Je n'avais pas de réponse. Je me contentais de poser ma main sur son bras pour lui rappeler qu'il n'était pas seul dans cette tempête. Élodie, elle,
oscillait entre colère et compassion. Elle pleurait souvent, en silence, comme si elle portait le deuil de l'image paternelle qu'elle avait chérie toute sa vie. Il devait tellement avoir peur, ou tellement honte. Je ne sais pas ce qui est pire, moi non plus. Mais ce que je savais, désormais, c'est que ce secret n'avait pas détruit seulement ma confiance. Il avait ébranlé tout un arbre généalogique. La nouvelle avait fini par atteindre la famille. Pas par moi, je n'avais rien dit. Mais les secrets, surtout lorsqu'ils durent depuis 40 ans, ont une manière très précise de se répandre. Ils explosent. Une cousine de Jean a appelé pour demander « Jacqueline, est-ce vrai? Une fille? Depuis si longtemps? Et toi, tu ne savais rien ?» J'ai répondu simplement « Oui, je ne savais rien. » Un silence à l'autre bout. Puis un « Mon Dieu !» Tout s'enchaîna. Les frères éloignés, les voisins, même les amis de longue date. Tout le monde semblait avoir une opinion, une explication, une version imaginée. Mais la vérité était simple. Il avait menti. Point. Je me tenais à distance de ce brouhaha. Je laissais les autres dévorer l'histoire, se scandaliser, compatir, analyser, juger. Moi, je regardais tout cela comme une scène derrière une vitre. Je n'étais plus dans l'arène. J'étais ailleurs, déjà en chemin. À la maison, la tension était palpable. J'en voulais parler. Ou plutôt, il voulait se justifier. Mais chaque tentative échouait. Un matin, il s'est planté devant moi, le visage défait, les yeux rouges. « Jacqueline, tu dois comprendre que j'ai eu peur, que j'étais jeune, que c'était une erreur qui m'a poursuivie toute ma vie. » Je l'ai regardé sans haine, sans colère, sans compassion non plus. Les erreurs nous façonnent, Jean, mais le mensonge nous détruit. Il a essayé de poser sa main sur mon bras. Je me suis reculée, doucement. « Je ne te déteste pas, » ai-je dit. « Je ne crois pas que tu sois un monstre. Mais j'ai enfin compris que je ne te connais pas. » Il s'est effondré sur une chaise, la tête entre les mains. C'était la première fois que je le voyais vraiment pleurer. Et pourtant, une part de moi restait froide. Pas par vengeance, par instinct de survie, parce qu'après 40 ans dans les ténèbres, on ne retourne pas simplement dans l'ombre par pitié. Pendant ce temps, Chantal, la fille cachée, m'avait envoyé une lettre d'une pudeur bouleversante. Elle écrivait « Je ne veux pas prendre votre place. Je ne veux pas détruire votre vie. Je voulais juste exister quelque part. Je suis désolée pour la douleur que vous ressentez. » J'ai lu cette lettre plusieurs fois, et à chaque lecture, je sentais une oppression étrange. Ce n'était pas elle, la coupable. C'était lui et seulement lui. Elle n'était qu'une victime supplémentaire, une enfant effacée, une adulte condamnée à vivre en marge, nourrie par des virements honteux plutôt que par la vérité. Peu à peu, la maison est devenue un champ de ruines émotionnelles. Je voyais Jean errer comme un homme qui ramasse les briques tombées d'un mur qu'il a lui-même frappé. Je voyais mes enfants lutter pour réinventer une image d'un père qui n'existait plus. Je voyais la famille, les proches, se perdre en murmures et suppositions. Et moi, au milieu de tout cela, je ressentais une chose inattendue, une forme de détachement. Pas de l'indifférence, non. Une lucidité froide, comme si le monde autour de moi brûlait, mais que je me trouvais déjà de l'autre côté du feu. Je n'avais plus besoin de hurler, plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de me battre. La vérité avait fait son œuvre. Et moi, j'étais déjà en train de partir, pas encore physiquement, mais intérieurement, profondément. Je savais qu'une vie nouvelle m'attendait. Je ne savais pas encore où, mais je savais avec certitude que ce que j'avais perdu, je ne le retrouverais jamais, et que ce que j'étais en train de gagner était plus précieux que tout. Lorsque j'ai quitté la maison, un matin de février, il ne faisait ni beau ni mauvais. Un ciel blanc, sans sable ni nuages, comme une page vierge, je crois que c'est précisément ce dont j'avais besoin. Un jour sans couleur, pour pouvoir écrire les miennes. J'avais préparé mes affaires en silence, avec cette douceur calme qu'on accorde aux gestes définitifs. Quelques valises, mon carnet vert, quelques vêtements, mes livres préférés et 2 photos. Une de mes enfants, lorsqu'ils avaient 5 et 7 ans, et une autre de moi, jeune femme, debout sur une plage en Bretagne. Je voulais garder une trace de celle que j'avais été avant que le mensonge ne m'avale. Jean n'était pas là. Il avait quitté la maison tôt, sous prétexte d'une réunion importante. Je crois qu'en réalité, il ne supportait plus mon silence. Ce silence devenu miroir. Ce silence qui disait tout sans un mot. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, je n'ai pas pleuré. Ni de tristesse, ni de colère. J'ai simplement ressenti un vide étrange,
presque léger. Comme si les années d'oppression s'évaporaient d'un coup, je suis montée en voiture, j'ai lancé le moteur et j'ai roulé vers la mer. Je ne savais pas exactement où j'allais vivre, mais je savais que ce serait là-bas, près des vagues. La mer, elle, ne ment jamais. Elle prend, elle rend, elle détruit, elle construit, mais elle ne cache rien. C'est à Mers-les-Bains, un petit village au bord de la Manche, que j'ai trouvé mon refuge. Un appartement modeste au 2e étage d'une maison ancienne, avec un balcon minuscule et une vue directe sur la mer. Le propriétaire m'a dit en souriant, « Vous allez voir, ici, on respire différemment. » Il avait raison. Dès la première nuit, j'ai dormi profondément. Peu, être parce qu'aucun secret n'habitait les murs. Ou peu, être parce que le bruit des vagues berce les âmes fatiguées. Les premiers jours, j'ai vécu lentement. J'allais au marché acheter du poisson frais, je me promenais sur la digue, je m'asseyais sur un banc pour regarder les mouettes tourner dans le vent. Je ne pensais à rien de précis. Je me contentais de respirer. Puis est venu le temps de reconstruire. Je me suis inscrite à un atelier de dessin aquarelle organisé par la mairie. La première fois que j'ai posé mon pinceau mouillé sur le papier, j'ai senti quelque chose se libérer dans mes doigts. Une tension ancienne, une tristesse figée, une part de moi qui avait oublié qu'elle savait créer. La professeure, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, m'a dit « Vous avez une main douce, mais déterminée. On dirait une main qui revient de loin. » Je n'ai pas répondu, mais ma gorge s'est serrée. Elle avait raison. Avec le temps, j'ai commencé à rencontrer les habitants du village. Il y avait Lucienne, une vieille dame souriante qui promenait son chien 3 fois par jour. Il y avait Robert, le fleuriste, qui connaissait la vie de tout le monde, mais ne la répétait jamais. Et puis, il y avait Marc, un homme veuf d'une 60aine d'années qui pêchait tous les matins et buvait son café au même endroit, à la même heure. Un jour, alors que je lisais sur mon balcon, il m'a salué depuis la rue. « Bienvenue parmi nous. Ici, on se reconstruit tous un peu, vous savez. » Je lui ai souri. C'était la première fois depuis longtemps qu'un homme me parlait sans jugement, sans attente, sans supériorité. Le plus surprenant a été la visite de mes enfants. Thomas est venu le premier. Il s'est tenu dans mon petit salon, un peu maladroit, un peu ému. « Maman, tu es partie si vite. Je croyais que tu allais rester encore un peu avec lui, pour comprendre. » J'ai secoué la tête. « J'ai déjà compris, mon chéri. Et il y a des compréhensions qui ne demandent pas de rester. Elles demandent de partir. » Il a baissé les yeux. Puis il m'a serré si fort que j'ai senti son cœur battre contre mon épaule. Plus tard, Élodie m'a rendu visite à son tour. Elle a ouvert la fenêtre pour respirer l'air iodé et m'a dit « Tu sais, je crois que c'est la première fois que je te vois vraiment heureuse. » Je n'ai pas su comment répondre. Alors j'ai pris sa main. Et c'était suffisant. Au fil des semaines, une routine douce s'est installée. Je prenais mon café en regardant les vagues. Je faisais des aquarelles de coucher de soleil. Je cuisinais pour moi seule, pas pour satisfaire un goût extérieur. Je riais plus souvent. Je dormais mieux. Et surtout, je pensais à Jean de moins en moins. Pas par vengeance, pas par indifférence, mais parce qu'une page ne peut être tournée que lorsqu'on arrête de la tenir entre les doigts. Chantal m'a écrit encore une fois, une lettre plus longue, plus intime. Elle m'a raconté sa vie, ses blessures, ses rêves. Elle n'a jamais demandé quelque chose de moi. Elle voulait simplement être reconnue quelque part. Je lui ai répondu, je ne sais pas encore quel lien nous aurons, mais je sais que la vérité crée parfois des familles nouvelles. Un soir, alors que la lune déchirait les nuages et que la mer ressemblait à une immense nappe d'encre, je me suis assise sur mon balcon avec mon carnet vert. J'ai tourné les pages, toutes remplies de preuves, de dates, de douleurs, et j'ai compris que ce carnet n'était plus un dossier d'accusation. C'était un témoin, le témoin de ma survie, de ma lucidité, de ma renaissance. J'ai refermé le carnet, je l'ai posé à côté de moi, et je me suis dit, avec une paix nouvelle, ce que j'ai perdu, c'était un mirage. Ce que j'ai gagné, c'est une vie. Et pour la première fois depuis 40 ans, je me suis sentie entière. La nuit où tout s'est vraiment refermé en moi, ce n'était pas une nuit spéciale, pas une fête, pas un anniversaire, pas une date symbolique, simplement une nuit d'avril où la mer semblait respirer plus fort que d'habitude. Le vent poussait les vagues contre les rochers avec une énergie presque animale, comme si le monde lui-même voulait me rappeler quelque chose. La vérité revient toujours à la surface, tôt ou tard. J'étais assise sur mon petit balcon, enveloppée dans un plaid, une tasse de tisane chaude entre les mains.
La lumière douce du lampadaire dessinait des ombres sur le sol, et je pouvais voir à travers les vitres mon appartement désormais bien rempli de petites traces de ma nouvelle vie. Des aquarelles épinglées au mur, une plante en fleurs sur la table, un livre ouvert sur le canapé. Je vivais seule, mais je n'avais jamais été si habitée. Cela faisait un peu plus de 2 mois que j'avais quitté la maison de Jean. 2 mois qui avaient filé avec la légèreté d'un printemps retrouvé, et pourtant, ce soir-là, pour la première fois depuis mon départ, j'ai accepté de regarder en arrière, pas avec colère, pas avec haine, juste avec cette lucidité douce qui vient quand on n'a plus rien à défendre, plus rien à prouver. J'ai pensé à Jean, à l'homme qu'il avait été pour moi, à l'homme qu'il avait essayé d'être, à l'homme qu'il avait échoué à devenir. Je me suis demandé si j'avais raté des signes plus grands, si j'aurais pu empêcher quelque chose, si j'aurais pu réparer quelque chose. Mais la vérité m'a frappé dans un souffle. On ne peut pas réparer ce qui ne nous appartient pas. Le mensonge était à lui, pas à moi. La honte était à lui, pas à moi. La responsabilité était à lui, pas à moi. Et cette simple phrase, cette simple séparation des rôles, m'a donné un calme immense. Je me suis levée pour aller chercher mon carnet vert, ce carnet qui avait été mon rempart, mon arme, mon refuge. Je l'ai ouvert à la première page. Le mot « fille » s'étalait encore, écrit de ma main tremblante. Je suis restée longtemps à le regarder. Puis, sans réfléchir, j'ai tourné toutes les pages jusqu'à la fin. J'ai pris un stylo noir et j'ai écrit « Je suis sortie de l'ombre ». Ce n'était pas un acte symbolique, c'était un constat. Une vérité nue. Mes enfants venaient me voir régulièrement, parfois séparément, parfois ensemble. Ils m'apportaient des nouvelles, des rires, des inquiétudes aussi. Ils me regardaient avec une tendresse nouvelle, comme s'ils redécouvraient la femme derrière la mère. Un soir, Thomas m'a dit « Tu as l'air plus vivante qu'avant, maman. Je ne pensais pas qu'on pouvait renaître à ton âge. » J'ai ri doucement. On renaît chaque fois qu'on décide de se choisir. Élodie, elle, m'a offert un foulard bleu pâle, léger comme une respiration, pour accompagner ta nouvelle vie, disait-elle. Je l'ai porté souvent. Il me rappelait que, malgré les blessures, il reste toujours un peu de douceur dans le monde. Quant à Chantal, elle m'a écrit encore. Puis un jour, elle a osé venir jusqu'ici. Nous avons marché côte à côte le long de la plage. Elle parlait peu, d'une voix timide, comme si elle avait peur d'être de trop. À un moment, elle s'est arrêtée et m'a dit « Je ne veux rien te prendre, rien de ce qui t'appartient. Je veux juste exister sans honte. » Je l'ai regardée. C'est très fatigué, ses yeux qui avaient tant attendu. Et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi, non pas de la douleur, mais une compassion profonde, intime. « Tu ne me prends rien, Chantal. Ce n'est pas toi qui as fait ce choix. Ce n'est pas toi qui as caché. Tu as autant souffert que moi, différemment. » Elle a pleuré, des larmes silencieuses, des larmes de réparation. Ce jour-là, je n'ai pas gagné une fille, mais j'ai gagné une vérité humaine. La douleur peut rapprocher 2 inconnus mieux que le sang. Un soir, Marc, l'homme veuf du village, m'a invité à boire un thé chez lui. Rien de sentimental, rien de dangereux. Juste 2 solitudes qui se reconnaissaient, 2 vies naufragées qui reprenaient forme. Nous avons parlé de lecture, de voyage, de regrets, de choix. Il avait une manière simple de poser les mots, sans forcer, sans analyser. Je suis rentrée chez moi le cœur étrangement léger. Ce n'était pas l'amour, c'était la possibilité du futur. Et cela suffisait. Avec le temps, je me suis rendu compte que le plus beau cadeau que je m'étais offert n'était pas une nouvelle maison, ni l'indépendance, ni même la vérité retrouvée. C'était l'espace d'être, l'espace de respirer, l'espace d'exister au-delà des rôles qu'on m'avait assignés. Dans mon ancienne vie, j'étais la femme de, la mère de, la belle-mère de, la maîtresse de maison, la confidente, la consolatrice, la mémoire vivante. Dans ma nouvelle vie, je suis juste moi, et c'est étonnamment suffisant. Cette nuit-là, sur le balcon, j'ai regardé la mer devenir un miroir d'argent. J'ai senti l'air frais m'envelopper, et j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, ont vécu dans le silence. Ce silence qu'on nous impose, ce silence qu'on s'impose parfois nous-mêmes, ce silence qui devient une seconde peau. J'ai pensé à celles qui n'osent pas encore partir, à celles qui n'ont pas encore vu, à celles qui rêvent de respirer ailleurs. Et j'ai murmuré dans la nuit, comme une prière pour elles, pour moi, pour toutes. Le silence peut aussi être une forme de justice.